Aujourd'hui, à cette occasion, nous avons un grand plaisir d'accueillir Leonid Livak, que tous les spécialistes sur l'histoire de l'immigration russe connaissent grâce à ses multiples travaux. Les travaux qui retracent l'histoire de cette immigration comme l'histoire de l'Europe, aussi bien politique que littéraire. On connaît aussi Leonid Livak grâce à ses multiples travaux bibliographiques. C'est grâce à lui qu'on découvre que plusieurs familles immigrées russes ont été publiées dans les langues européennes, en français en particulier, mais aussi en anglais. Vous imaginez le plaisir de découvrir que Vladimir Veizet, par exemple, s'exprime librement en français et qu'il publie ses articles dans les revues renommées européennes. Ou pour se rapprocher un peu plus à la thématique de notre exposition, grâce aux travaux de Leonid Livak, on peut retracer l'histoire des premières publications de Lénine en français, les traductions qui étaient réalisées par Maurice Parijani notamment, les traductions qu'on réédite jusqu'à aujourd'hui, et le tirage est important. Ou découvrir par exemple que Pierre Struve, dès qu'il est à Paris en 1920, il donne des interviews en français. Donc tout l'intérêt, en tout cas c'est un des aspects des travaux de Leonid Livak qui nous bouleverse, qui nous touche, qui nous intéresse très vivement, c'est découvrir que les diasporas russes, ce n'est pas une communauté en soi qui vit par ses souvenirs ou par le désir de revenir en Russie. Il s'agit des vrais échanges avec des grands intellectuels européens. Il s'agit de la participation dans les décades continues ou encore dans les studios franco-russes. Et concernant ces studios, Leonid Livak a édité ces soirées. Vous connaissez peut-être cette édition, vous pouvez le feuilleter. Donc un livre très savant, accompagné par un commentaire très érudit, par dossier de presse, par on dirait un paratexte très important qui nous invite à continuer cette recherche. Ce livre est disponible dans notre librairie. Vous pouvez l'acheter, il suffit de s'adresser à Ali. Ce soir, nous allons parler essentiellement du nouveau livre de Leonid Livak, intitulé « Histoire culturelle de l'immigration russe en France ». Il est édité avec le soutien du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et Institut d'études avancées de Paris. Ça permet également de retracer un peu le parcours intellectuel de Leonid Livak, qui est tout à fait impressionnant. Né en Russie, il fait ses études en lettres modernes autour des études slaves à l'université de Michigan. Ensuite, elle enseigne la littérature, les civilisations et la langue russe à Vermont, à Caroline du Nord, avant de prendre son poste à Toronto, où actuellement elle est professeure en littérature russe et en littérature comparée, et également spécialiste des études juives. À quel point ce livre nous ramène également à la thématique de notre exposition, on peut tout de suite avoir une première idée. Il suffit de regarder le dossier iconographique qui s'ouvre par le récépissé de déclaration de sécession des écrivains et des journalistes fondé par Ivan Bounin en 1921 à Paris. Et donc quelques mois après son installation en France. Pareil, au milieu on trouve la lettre de Vsevolod Fort, organisateur des studios franco-russes, adressée à Gleb Struve. Il l'invite de participer dans ce studio et y prendre sa part intellectuelle. Tous ces documents et tant d'autres seront éclairés lors de cette soirée. Et nous tenons à remercier Leonid Livak d'avoir trouvé le temps de venir ici et de partager avec nous ces grandes connaissances sur ce sujet qui nous réunit ici. Leonid, c'est à vous la parole. Merci beaucoup, Tatiana. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, ce livre dont je vais parler aujourd'hui propose aux lecteurs francophones la somme de mes recherches sur l'histoire culturelle de l'immigration russe en France, précédemment publié en anglais, en russe et en français. L'un des volets thématiques. Est-ce que vous m'entendez comme ça?
Il vaut mieux le micro. Le micro? C'est mieux. D'accord. Peut-être, si c'est plus confortable pour vous. Non, mais Là, ce micro ne marche pas. c'est le micro juste pour enregistrer celui-là. D'accord. Si vous voulez, je peux les côté de vous et des d'accord? Ça vous convient? Non, non, c'est bon. Donc, l'un des volets thématiques de ce livre concerne le rôle des immigrés russes dans la vie culturelle française entre les deux guerres mondiales. C'est de cet aspect de l'exil russe que je parlerai ce soir, en me limitant, par manque de temps, aux échanges intellectuels et littéraires franco-russes. Nous disposons désormais de suffisamment d'informations pour remettre en cause des idées reçues sur la Russie en exil, et en particulier cette représentation mythique de l'isolement des émigrés russes face à la vie culturelle française dans l'entre-deux-guerres. Les écrivains et les penseurs russophones trouvèrent à leur arrivée en France, au début des années 20, une atmosphère exceptionnellement favorable à la réception et à la propagation de leurs œuvres et de leurs idées. La France, traumatisée par la guerre et à la recherche de moyens pour en prévenir une nouvelle, s'est ouverte de façon inédite aux cultures étrangères. Cette ouverture s'est manifestée par l'essor exceptionnel des traductions, en particulier d'auteurs russes émigrés. L'engouement pour les auteurs russes était tel que la maison d'édition Bossart lança sa collection de textes intégraux de la littérature russe qui accueillit, entre 1921 et 1925, les œuvres d'une douzaine d'écrivains russes émigrés. D'autres facteurs stimulaient l'intérêt du lecteur français pour les Russes. Le côté exotique de l'exil fournissait les matières romanesques d'une abondante littérature, comme en témoignent les modes des personnages russes émigrés dans la prose française de l'époque. L'intérêt pour les Russies venait aussi de cette couche importante du lectorat français qui, ayant investi dans les emprunts russes non reconnus par les bolcheviks, comptait sur la chute du régime soviétique pour récupérer sa mise. Tant que la France refusait de reconnaître le gouvernement de Lénine, l'avenir de la Russie et de ses obligations devant 1917 apparaissait assez incertain pour valoriser toute source d'information, qu'elle soit historique, culturelle, littéraire, politique, qui rendait accessible l'histoire et les cultures russes. Or, qui était mieux qualifié que l'élite culturelle russe exilée pour donner un avis autorisé? Ainsi, entre 1920 et 1925, des personnalités aussi divergentes du point de vue idéologique ou esthétique qu'Anton Denikin et Alexandre Kerensky, Georgi Grubinchikov et Simon Yushkevich, Boris Savinkov et Mark Slonim publièrent tous un livre en français. Marc Vishniak et Vladimir Burtsov, 2 livres en français. Marc Aldanov, 3. Ivan Bounin et Lev Shestov, 5. Je souligne, entre 1920 et 1905. Donc, Lev Shestov, 5 livres en français. Alexandre Kouprin, 7. Dmitri Merezhkovsky, 9. Et quant à la presse parisienne, des noyaux de collaborateurs russes se formèrent vers 1922 dans les quotidiens Comédia, L'Éclair, Le Figaro, L'Intransigeant et Le Populaire. Les émigrés furent accueillis à bras ouverts dans plusieurs revues, telles que Le Mercure de France, Les Nouvelles littéraires, La Revue de Paris, les revues de Deux Mondes, etc. Alors, comment les émigrés, dont la plupart n'avaient aucun lien professionnel avec les milieux parisiens avant l'expatriation, réussirent-ils à trouver une audience auprès de plusieurs périodiques et éditeurs français? Les informations dont nous disposons permettent de retracer les trajectoires individuelles de quelques auteurs russes vers les cercles français. Par exemple, Lev Shestov devait le lancement de sa carrière en France à son traducteur, Boris Schlotzer, alias Boris de Schlotzer, lui-même émigré. Celui-ci, critique de littérature étrangère à la Nouvelle Revue française, organisa une véritable campagne publicitaire afin d'y introduire le penseur
et de le présenter aux maisons d'édition Plomb et Grasset. Le succès de ces premières publications en français permit à Chestov un rapprochement avec André Gide et Charles Dubos, qui ne tardèrent pas à l'inviter aux rencontres de Pontigny, où le philosophe se lia d'amitié avec quelques figures importantes du monde de l'édition. Chestov en profita pour promouvoir ses collègues émigrés, tels Alexei Remezov, qui lui devait son entrée dans l'édition francophone. Le cas d'Ivan Bounine n'est pas très différent. La parution en 1921 du Monsieur de San Francisco en traduction française, chez Bossart, lança Bounine au cœur de la vie littéraire parisienne grâce à l'accueil enthousiaste de la presse. Vers 1922, l'auteur entretenait déjà des relations amicales avec André Gide, qui persuada Paul Desjardins d'inviter Bounine aux rencontres de Pontigny et lui facilita les démarches auprès de la presse littéraire française. Cependant, ces trajectoires individuelles ne suffisent pas à illustrer à elles seules les efforts effectués pour établir des formes de collaboration suivies entre les élites culturelles russes et françaises. Or, ces efforts existaient bel et bien. Je ne citerai qu'un exemple. Malheureusement, la lumière n'aide pas. Bon, un exemple, le comité de secours aux écrivains et aux savants russes en France, fondé en automne 1919 par les émigrés. Au-delà de l'assistance matérielle, le comité concentra ses efforts sur la mobilisation des élites françaises dans le but de faciliter la collaboration d'auteurs russes à la presse et à l'édition parisienne. Le comité se dota ainsi d'une section française dont les membres intervenaient auprès de périodiques et de maisons d'édition françaises en faveur d'auteurs russes émigrés. Parmi les adhérents de la section française, on peut citer par exemple Anna de Noailles, poète et confidente de Marcel Proust, Louis Barthou, ministre de la Défense nationale, Édouard Herriot, chef du Parti radical socialiste, les écrivains Jean Giraudoux, Henri de Régnier et Maurice Barrès, le philosophe Henri Bergson, les metteurs en scène Jacques Copeau et Sacha Guitry. Tous ces gens faisaient ce qu'on appelle aujourd'hui du lobbying auprès de la presse et des éditions parisiennes pour y mettre des collaborateurs russes émigrés. À l'automne de 1924, la reconnaissance diplomatique de l'URSS bouleversa la position de la diaspora russophone dans la vie culturelle française, plaçant les périodiques et les éditeurs parisiens devant un choix: donner la parole aux auteurs émigrés ou à leurs homologues soviétiques. Mais avant de poursuivre cette histoire, je voudrais m'attarder sur un autre aspect des rapports franco-russes dans les premières moitiés des années 20, à savoir l'engagement de jeunes poètes exilés auprès de l'avant-garde artistique française. Des liens étroits entre Russes exilés et leurs confrères français appartenant au mouvement Dada s'étaient établis en 1921. Ainsi, les soirées poétiques de Sergei Cherchoun et de Boris Bojnev furent organisées avec le concours de dadaïstes français, dont Antonin Artaud, Paul Éluard et Philippe Soupeau. Les vies littéraires de jeunes Russes étaient directement tributaires de l'évolution du mouvement Dada. Ils ont participé aux luttes esthétiques au sein du dadaïsme français, prenant parti pour Tristan Tzara dans son conflit avec André Breton. Ainsi, en été 1923, les Russes, regroupés dans l'association Tcheres à travers, se trouvèrent à l'épicentre de l'explosion qui accompagna en France le passage d'un cycle littéraire à un autre, du dadaïsme au surréalisme. Il s'agit de la manifestation de soutien à Tristan Tzara, connue sous le nom de la soirée du cœur à barbe, organisée par Tcheres pour
promouvoir l'esthétique du dadaïsme français et montrer ses affinités avec le futurisme russe. Cependant, cette soirée du 6 juillet 1923 fut coupée courte par une bagarre entre les partisans de Tristan Tzara et d'André Breton. Oui, on se battait dans la salle. La salle du théâtre Michel fut dévastée et le second spectacle prévu pour le lendemain annulé. Pour les Russes, la principale conséquence de cette agonie du dadaïsme fut la perte d'une collaboration systématique avec leurs collègues français, d'autant plus que ce dernier se rallièrent à partir de 1925 aux positions du Parti communiste français, scellant ainsi les ruptures entre les émigrés et l'avant-garde française. Revenons maintenant à la situation générale. Les émigrés perdent leur statut privilégié de porte-parole de la culture russe en France après la reconnaissance diplomatique de l'URSS. Une tendance claire se dégage. Entre 1920 et 1925, Marc Aldanov publie 3 livres en français. Or, le 4e paraît seulement en 1929. Durant la même période, 1920-1925, Ivan Bounin publie 4 livres en français, mais le 5e sort également en 1929. Et Alexandre Koplin peut se vanter de 8 livres en traduction française, tandis que le 9e ne sort qu'en 1933. Dans la presse française, les émigrés se voient exclus des périodiques de gauche. Donc tout ça commence en 1925. Au début des années 20, voici un exemple d'une telle exclusion. Au début des années 20, Romain Rolland écrit de longues lettres à Ivan Bounin où il exprime son approbation des récits de l'écrivain dont il prétend partager la sensibilité au point de solliciter sa collaboration à la revue Europe qu'il dirige. Or, à partir de 1925, les Russes émigrés disparaissent des pages d'Europe et Rolland, devenu compagnon de route du régime soviétique, échange de pointe avec Bounin dans la presse parisienne. Les émigrés voient cette situation, qu'ils appellent le bolchevisme du salon, comme une extension de la guerre civile russe. Ainsi, en octobre 1925, dans une lettre à Merezhkovsky, vous l'avez en russe ici, dans une lettre à Merezhkovsky, Aldanov demande la liste des œuvres traduites de Merezhkovsky et de son épouse Zinaïda Gippius. Ainsi, pourquoi il fait ça? Son objectif est de publier, je cite, publier cette information sur 10 ou 12 auteurs, car la presse soviétique prétend qu'il n'y a aucun intérêt en Occident pour la littérature émigrée. Donc, la publication en français fait partie d'un programme. C'est un programme d'un écrivain russe. Il faut publier en français, il faut montrer que nous sommes lus à l'étranger. La normalisation diplomatique de l'URSS oblige l'élite culturelle émigrée à rivaliser avec son homologue soviétique pour attirer l'attention du lecteur français. En témoigne le sort de la collection de textes intégraux de la littérature russe de chez Bossart. En 1926, menacé de faillite, Bossart cède la collection à Gallimard, qui y fait le tri, conservant pour la réédition les écrivains du XIXe siècle, mais rejetant les auteurs émigrés. Puis, Gallimard lance sa propre série, Les jeunes Russes, vouée uniquement aux auteurs soviétiques. Donc c'est un remplacement des auteurs émigrés par les auteurs soviétiques. Le même préjugé est manifeste dans les revues Commerce, qui demande en 1926 au critique exilé Dmitri Mirsky de suggérer quelques écrivains russes innovants. Ayant nommé Osip Mandelstam, Boris Pasternak, Marina Tsvetaeva et Remezov, Mirsky traduit les 2 derniers, Tsvetaeva et Remezov, pour Commerce. Or, les revues modernistes
ne retient que Pasternak et Mandelstam, qui résident en URSS, rejetant Tsvetaeva et Remezov, qui vivent en exil. N'échappent à cette tendance que les exilés qui s'affirment dans des domaines spécialisés. L'histoire de l'art, la chorégraphie, la musicologie, les critiques des lettres étrangères. Toutefois, une autre condition est primordiale, à savoir la maîtrise du français, qui épargne aux éditeurs les coûts de la traduction. Ainsi, Georgi Lukomsky continue sans entrave son activité d'historien de l'art. Boris Schlotzer fait de même en critique musicale. Andrei Levinson poursuit sa carrière de critique de danse. Et Lev Shostov trouve un auditoire dans des revues spécialisées en philosophie. L'activité francophone des émigrés russes ne reprend un rythme soutenu qu'en 1929, quand les périodes de stabilité relative en Union soviétique cèdent sous l'effet de la radicalisation du régime stalinien. Vous vous souvenez, la révolution culturelle, l'industrialisation, la collectivisation, tout ça c'est l'année 29. La presse parisienne, sauf celle d'extrême gauche, cherche alors des sources d'information à la fois indépendantes et fortes d'une familiarité avec la culture russe. Dans ce contexte, où les auteurs soviétiques et leurs compagnons de route français deviennent des agents de propagande stalinienne, on les qualifie dans la presse parisienne de moscoutaires. Donc, dans ce contexte, les émigrés regagnent les faveurs du lectorat français. La participation de Nikolai Berdyaev au débat animé par Paul Desjardins illustre cette dynamique. Le philosophe émigré est invité à l'Union pour la vérité, association dirigée par Desjardins, dans le rôle d'opposant aux orateurs pro-soviétiques. Un milieu intellectuel en particulier se distingue par son ouverture aux auteurs émigrés, à savoir celui du renouveau catholique. Jacques Maritain et Gabriel Marcel, le cercle du christianisme social d'Emmanuel Mounier et les jeunes intellectuels inspirés par la pensée de Charles Péguy tissent des liens au sein de la Russie en exil à la fin des années 20. La maison de Jacques Maritain à Meudon devient un haut lieu d'échange franco-russe. Et je suis très ravi d'apprendre que la correspondance de Maritain et Berdyaev sortira la semaine prochaine, n'est-ce pas? Voilà. En même temps que le salon de Gabriel Marcel à Paris. Par leur entremise, de nombreux Russes exilés accèdent au cercle de débat, aux périodiques et aux éditeurs parisiens. Il s'agit notamment de la maison d'édition Josser, de la collection Philosophie de l'Esprit, des collections Le Roseau d'Or, dirigée par Jacques Maritain, et Feu Croisé, dirigée par Gabriel Marcel, de la collection Les Îles, dirigée par Maritain, de la revue Esprit, dirigée par Monnier, etc., etc. Par ailleurs, vers 1930, la presse littéraire de centre-gauche, les Cahiers du Sud, les Nouvelles littéraires, le Rouge et le Noir, commencent à s'ouvrir aux émigrés en raison de la stagnation de l'art soviétique sous les pressions staliniennes. Au même moment, les émigrés trouvent à nouveau, du côté de la droite française, un accueil chaleureux en tant qu'alternative russe à la culture soviétique. Leur publication devient une arme dans des luttes idéologiques franco-françaises, comme en témoigne cette annonce dans la revue des jeunes intellectuels de droite 1929 qui s'interroge, je cite, « Pourquoi la nouvelle revue française ne publie-t-elle que les œuvres des Russes de Moscou, promettant de publier celles des émigrés ?» L'intégration d'auteurs russes émigrés dans la vie culturelle française est manifeste dans l'histoire de la revue Moi. Lancée en 1931, donc, le polyglotte Grigory Lazinsky y supervise la traduction et l'analyse des documents concernant la politique étrangère.
Yakov Yudilovsky fait de même pour les sections scientifiques. Le Mois confie les critiques des lettres étrangères à Konstantin Machulski, Gleb Struve et Vladimir Veidle. Cet épisode nous aide à saisir l'aspect économique de l'activité francophone des exilés. Le Mois s'appuie systématiquement sur les compétences des intellectuels russes, car ils acceptent des honoraires plus modestes que leurs collègues français. On lit ça dans la correspondance. Et puisque Le Mois publie la plupart de ses auteurs sans signature, c'est la politique éditoriale de cette revue, sans signature, personne en France ne se doute que la revue doit son succès à un groupe d'étrangers sous-payés. Quoique les belles lettres n'occupent plus, au début des années 30, la place d'honneur qui leur revenait durant la première période du dialogue de la Russie en exil avec ses hôtes français, ces derniers découvrent toutefois plusieurs noms d'auteurs jusqu'alors non traduits, autant parmi les écrivains connus avant 1917, tels Boris Zaïtsev, Nadezhda Teff et Mikhail Sargin, que parmi ceux qui ne commencent à écrire qu'en exil, Nadezhda Gorodetskaya, Ekaterina Bakounina, Vassili Yanovsky et bien sûr Vladimir Nabokov. Parmi les traits saillants de cette résurgence de la Russie en exil dans les vies intellectuelles et littéraires françaises, il faut signaler la visibilité nouvellement acquise par les émigrés dans les sciences humaines et sociales. Vers 1930, de nombreux savants russes se trouvent à la pointe de la recherche sur l'Antiquité classique byzantine, en anthropologie, en philologie romane. Nulle autre branche de la connaissance ne bénéficie autant de la présence des émigrés russes en France que celle de la jurisprudence, car les juristes russophones deviennent alors des experts reconnus du droit constitutionnel, Boris Mirkin-Getsevich par exemple, du droit international, Andrei Mandelstam, et de la sociologie du droit, Georgi Gurevich. Ce sont des noms qui viennent à l'esprit tout de suite. Le retour en force des émigrés dans la presse et l'édition parisienne à partir de 1929 va de pair avec la multiplication des contacts entre les élites culturelles russes et françaises. Ainsi, dans la première moitié des années 30, à travers les débats organisés sous l'égide de la revue Tchisla, ainsi que dans le cadre du studio franco-russe, les émigrés rassemblent dans des échanges houleux une audience plus grande et plus diverse d'artistes et d'intellectuels russes et français que lors de réunions similaires du début des années 20. Au cours de 2 années du travail du studio franco-russe, entre 1929 et 1931, les intellectuels émigrés prennent parti pour les intellectuels français anticommunistes contre les Français qui s'inspirent de l'expérience soviétique. Une tendance similaire est manifeste au cours de rencontres organisées par la revue Tchisla. En témoigne la soirée entre Régide et l'URSS qui a lieu en 1933. Le rédacteur du quotidien communiste L'Humanité, Paul Vaillant-Couturier, dira à propos de cette soirée que les émigrés russes l'ont gâché par leur point de vue sur la conversion du Gide au communisme. En 1932, les effets de la crise économique mondiale rattrapent finalement la France. Tardivement, mais rattrapent la France. Le parcours de l'entreprise éditoriale de Yakov Shifrin, alias Jacques Chiffrine, illustre les aléas de l'engagement des émigrés dans le champ de production culturelle français dans l'entre-deux-guerres. Dix ans auparavant, en 1923, Chiffrin lance les éditions de la Pléiade, dont le but est semblable à la collection de textes intégraux de la littérature russe de Chabossard. D'emblée, la Pléiade table sur la traduction des classiques, publiés en édition de luxe. Avant 1925, le succès de l'entreprise éditoriale de Chiffrine
est due non seulement à la qualité des traductions et à la demande du marché du livre, mais aussi au concours apporté par André Gide et Charles Dubos. Dans la seconde moitié des années 20, sa survie financière assurée, la Pléiade entame la publication d'auteurs russes émigrés. Ainsi, voient le jour 3 livres de Lev Shestov et un ouvrage de Pavel Muratov, que vous voyez à l'écran ici, les icônes russes. L'amélioration de la place de la Russie en exil dans la vie culturelle française à la fin des années 20 rassure Schlotzer que la formule de la Pléiade, traduction littéraire publiée en édition de luxe, a de l'avenir. Mais l'avènement de la crise économique en France pousse la Pléiade au bord de la faillite. En 1933, avec le concours d'André Gide et de Jean Schlumberger, Schifrin persuade Gallimard d'absorber sa maison d'édition à condition de conserver le contrôle éditorial de la Pléiade, devenue une collection, et bien sûr, elle existe toujours sous cette forme. La prise du pouvoir par Hitler en Allemagne détrône la politique et la culture russe de leur place privilégiée dans la perception française de l'Europe d'après-guerre. Mais le coup de grâce à l'intérêt du lecteur français pour la thématique russe survient en 1934, lorsque des groupes d'extrême droite contestent le système parlementaire en organisant une série d'émeutes à Paris. Le nouveau climat politique fait craindre aux émigrés une marginalisation au sein de la vie culturelle française. La réaction mitigée au prix Nobel d'Ivan Boudin s'offre en signe annonciateur de cette marginalisation. La publication de nouvelles traductions de Boudin dans la presse parisienne bénéficie d'un grand élan suivant l'annonce du prix, mais s'essouffle dans les premiers mois de 1934, une réaction inhabituelle envers le bénéficiaire d'une récompense littéraire aussi prestigieuse. Nous en trouvons une explication dans l'attitude des collègues français de Boudin face à son triomphe. En décembre 1933, la branche parisienne du Pen Club international, présidée par le critique Benjamin Crémieux, ami de Boudin, décide de tenir un banquet en l'honneur du lauréat en mars 1934. Or, le banquet est annulé 2 jours avant la date. Officiellement, à cause de l'état de santé de Boudin, mais en réalité, en raison du très faible nombre de réponses favorables par les invités. Dans sa lettre d'excuse, Crémieux explique à Boudin que les émeutes qui se sont déroulées entre la conception du banquet et sa date prévue ont ramené l'attention des écrivains français sur la politique intérieure aux dépens de la vie littéraire. Cette explication, sans doute vraie, est incomplète. Les acceptations de participer au banquet auraient été plus abondantes si le lauréat avait été un écrivain soviétique, vu le virage des intellectuels français face au nouveau climat politique en France et en Europe. En 1934, les élites françaises adoptent une attitude très pragmatique à l'égard de l'Union soviétique en tant qu'allié contre le nazisme. Même plusieurs anticommunistes français acceptent désormais la logique d'un choix nécessaire entre 2 mots, jugeant que le régime de Staline est une menace moins urgente que l'Allemagne hitlérienne. Sans illusion sur le caractère répressif de l'État soviétique, il se plie néanmoins à l'idée qu'on apporte de l'eau au moulin nazi en critiquant le régime soviétique, d'autant plus que ce dernier réussit au milieu des années 30 un grand coup de force propagandiste assimilant l'anticommunisme au fascisme. Et bien entendu, l'anticommunisme, c'est la raison d'être de l'immigration russe en France. Par le biais de cette manipulation collective, le Comintern embrigade les intellectuels français
dans ce que l'historien de l'idée communiste en France, François Furet, a appelé les cultures antifascistes, qui frappent de tabou tout propos anti-soviétique. Les émigrés russes ressentent vivement le danger de marginalisation porté par ce climat idéologique. L'événement culminant de la culture antifasciste, le Congrès des écrivains pour la défense de la culture, organisé à Paris en juin 1935, ne laisse aucune place à la critique du stalinisme et accueille les écrivains soviétiques sans adresser une seule invitation à leurs compatriotes exilés. Et pourtant, ça s'appelle le Congrès des écrivains pour la défense de la culture. En général, la culture antifasciste ne provoque pas le même retrait d'auteurs émigrés de la presse et de l'édition française que le bolchevisme de salon 10 ans auparavant. La place de la Russie en exil dans la vie culturelle française est assez sûre pour que, malgré le chantage idéologique du Comintern, qui assimile toute opposition anti-soviétique au fascisme, un groupe hétéroclite d'écrivains français lance en 1936 un appel pour soutenir moralement et financièrement les écrivains russes émigrés et leur lutte pour la liberté d'expression. Et la plupart des signataires de cet appel sont passés par soit le studio franco-russe, soit les réunions organisées par la revue Tchisla, soit par le cercle de Meudon de Jacques Maritain, ou bien plus largement le renouveau catholique. Il n'en reste pas moins que la place des auteurs russes émigrés dans la vie culturelle française subit un ajustement important, comme le montre la relative rareté des traductions de leurs œuvres littéraires après 1934. Les écrivains émigrés qui continuent à publier en traduction française le font soit en trouvant un marché de niche, ainsi Remezov et Nabokov se rapprochent de cercles littéraires modernistes, comme vous voyez ici, Nabokov, avec le comité éditorial de la revue Mesure, donc, soit en profitant de circonstances particulières, telles que l'image de grands classiques vivants donnés par Dmitri Merezhkovsky ou le prix Nobel d'Ivan Bounin. Le journalisme francophone des émigrés se dirige désormais vers les enceintes du conservatisme traditionnel, vers des revues se réclamant de la pensée catholique, vers la presse franco-juive, et c'est à cette époque que beaucoup d'émigrés russes commencent à publier dans la presse sioniste francophone, donc la presse franco-juive, et vers des organes consacrés à la politique et aux cultures étrangères. Tous ces périodiques rejettent largement la logique de la culture antifasciste qui assimile la critique du système soviétique au fascisme. Ainsi, même au fait de la culture antifasciste, le public français avait accès à des sources d'information et d'analyse russes fortes d'une documentation alternative à celle fournie par la propagande stalinienne. Et c'est d'autant plus que l'interaction entre les intellectuels russes et français ne se limitait pas aux publications. L'histoire du flirt d'André Gide avec le communisme démontre le rôle de médiateur que les émigrés jouent dans la fluctuation des illusions pro-soviétiques de l'élite culturelle française. L'engouement et la déception de Gide face à l'expérience soviétique sont à chaque étape modérés par l'opinion des Russes exilés. Tout d'abord, son enthousiasme initial est tempéré par l'essai de Nikolai Berdiaev, Vérité et mensonge du communisme, dont l'écrivain français et le philosophe russe discutent en personne. Inquiet du destin de la liberté culturelle sous le communisme, Gide se fait accompagner de Yakov Shifrin, que vous connaissez déjà comme l'éditeur de la Pléiade, Yakov Shifrin, lors de son voyage en URSS en été 1936, malgré les protestations de ses hôtes qui craignent
que les impressions de Gide ne soient contaminées par les opinions de Russes émigrés. Leurs craintes sont justifiées. Dans son livre « Retour de l'URSS », Gide critique le stalinisme, violant le tabou de la culture antifasciste. Or, ses interlocuteurs émigrés, tels Alexandre Kerensky, reprochent à Gide la modération de ses critiques, influençant ainsi la rédaction de son ouvrage suivant, Retouche à mon retour de l'URSS. En août 1939, la dépréciation brutale de l'image de l'URSS en France, bien sûr à cause du pacte Molotov-Ribbentrop, lève le tabou sur la critique antisoviétique. Naturellement, l'élite culturelle de la Russie en exil est bien placée pour profiter de la nouvelle conjoncture. Durant la drôle de guerre, nous assistons à une envolée de l'activité francophone des émigrés russes qui sont propulsés sur le devant de la scène dans la presse parisienne. C'est la troisième et dernière période de l'intensification de l'activité francophone de la diaspora antisoviétique, interrompue par le débâcle de juin 1940. Malgré l'ampleur des rapports franco-russes documentés dans mon livre, l'historiographie européenne reste largement ignorante du dialogue que la Russie en exil entretint avec ses hôtes français dans l'entre-deux-guerres. Les émigrés eux-mêmes firent peu pour souligner cette dimension transnationale de l'expérience exilique russe. Pour comprendre leur silence, il faut remonter à sa source, qui se trouve dans l'évolution de la vie intellectuelle française au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Malgré leur diversité, politique comme ethnique, les émigrés formaient une communauté culturelle russophone dont la cohésion fut ancrée dans le mythe d'une mission, une mission fédératrice. Selon ce mythe fondateur, l'émigration trouvait sa justification au travers du projet de pérennisation des vraies valeurs et traditions russes qui seraient anéanties en URSS. Dans l'entre-deux-guerres, l'activité francophone faisait partie du mythe de la mission de la Russie en exil, car cette mission conjuguait l'obligation morale d'avertir le monde du danger communiste à la prérogative de pérenniser les vraies valeurs et les traditions russes, ce qui ne signifiait pas leur muséification, mais plutôt leur rayonnement et leur enrichissement à l'étranger en vertu d'un dialogue avec les cultures d'accueil. Un changement advint à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. L'opinion publique de la France libérée, enchantée par l'effet d'armes de l'armée rouge, se retourna contre la diaspora anti-soviétique. Ainsi, dans une lettre à Ivan Bounin, écrite en février 1945, Boris Zaïtsev qualifiait d'irréaliste dans ce nouveau climat politique la perspective d'un renouvellement des échanges interrompus par la guerre entre les artistes et intellectuels russes émigrés et français. L'élite culturelle française resterait sous l'emprise de l'idée communiste jusqu'aux années 70, rendant la France nettement moins accueillante à l'immigration anti-soviétique dont le centre s'est déplacé vers les États-Unis. C'est dans ce cadre historique que l'on peut prendre la juste mesure du silence rétrospectif des savants et mémorialistes émigrés sur le commerce culturel franco-russe dans les années 20 et 30. Ce silence projette la situation d'après-guerre sur la totalité de l'expérience exilique russe en France. La même conjoncture idéologique explique le désintérêt prolongé en France pour l'étude de l'histoire culturelle de l'immigration anti-soviétique, même si dans l'entre-deux-guerres, la France se montra très sensible au voisinage de l'élite culturelle russe et sut en profiter. Merci. Merci.
Merci beaucoup les lecteurs. Bon, c'est une mine d'informations. On attend aussi un feu d'artifice de questions. Vos questions, vos remarques? Qui voudrait commencer? Petite question assez précise. Vous avez parlé assez rapidement de la revue Europe et de Romain Rolland. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu, disons, la ligne de cette revue? Oui, bien sûr. Et l'évolution qu'elle a subie? Donc, après 1925, Romain Rolland, comme vous le savez déjà, bien sûr, devient l'un des plus fidèles compagnons de route du régime soviétique. Il fréquente l'URSS, il noue des amitiés avec des hauts gradés du régime, et par l'extension, en France, puisque c'est lui qui dicte la politique de la revue Europe, c'est lui qui choisit, qui publiait. Donc avant 1925, il y avait, si je ne me trompe, au moins 5 collaborateurs réguliers émigrés dans cette revue. Après 25, nul. Qui plus est, nous avons une documentation précieuse qui provient d'une traductrice des émigrés russes en France qui s'appelle Lyudmila Savitsky. Dans son archive, qui est très bien préservée, il y a une correspondance entre Savitsky et Konstantin Balmont, que Savitsky a traduit à plusieurs reprises dans les années 20. Savitsky non seulement traduisait les émigrés russes, elle plaçait leurs écrits dans les périodiques et les maisons d'édition parisiennes. Il y a un échange entre Savitsky et Balmont vers 1927, où Balmont lui dit clairement « Je ne veux pas qu'on me publie dans la revue Europe », parce que cette revue est devenue... Il utilise un russe de mots assez fort, disons dégueulasse, du point de vue politique. Je ne veux pas être associé à cette revue. Donc, si vous voulez, l'antagonisme était mutuel. C'est aussi à cette époque, les années 27-28, que Romain Rolland échange avec Bounin et avec Balmont des lettres ouvertes dans la presse parisienne. Il y a un échange soutenu. Je pense qu'il y a 2 lettres de Rolland et 2 lettres de Bounin et de Balmont, où ils s'accusent mutuellement de bassesse morale, d'un côté parce que les émigrés ne soutiennent pas l'expérience soviétique, et de l'autre côté parce que Rolland ne comprend pas que cette expérimentation est coûteuse en vie humaine. Donc, vers 1930, Lyudmila Savitsky est la seule dont le nom à résonance russe reste dans cette revue. Il n'y a plus de Russes qui écrivent dans Europe, et ça continuera comme ça jusqu'à la guerre. Merci infiniment pour cette réponse si développée. On peut peut-être préciser qu'au début, Rolland il est très favorable. Il contacte Bounin, vous avez rappelé sur fait, et le premier numéro de l'Europe s'ouvre par le récit de Bounin qui s'appelle Polartis. C'est celui que je Des hommes montre ici. Voilà, Bounin est là. C'est le premier numéro de l'Europe. Ivan Bounin, le faux artiste. Et il y a une correspondance très intéressante qui justement montre que le dialogue est possible, que Rolland cherche à intégrer Bounin dans la revue, et Bounin, malgré... Et pas seulement Bounin, il y avait d'autres émigrés russes entre 21 et 25. Tout à fait. Donc Rolland explique très bien dans ses lettres à Bounin sa position que l'Europe c'est un carrefour de toutes sortes de tendances, que tout est possible, qu'il cherche à devenir justement l'Europe, donc la revue qui peut réunir plusieurs points de vue. Et on voit bien l'évolution, Léonie vient de dire, avançant que c'est un dialogue de sourds, plus rien possible. J'ai une question. Dans votre livre, j'ai vu que vous mentionnez abondamment un critique littéraire russe qui était très influent dans le milieu émigré, Georgi Adamovitch. Il se fait que je l'ai bien connu dans ma jeunesse. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots, parce que c'était un personnage assez remarquable. Donc, dans le cadre de mon thème aujourd'hui, donc les rapports franco-russes, Adamovitch est celui qui présente cet exemple de quelqu'un qui est très actif
dans les échanges avec les Français dans les années 20-30, et puis après la guerre, surtout dans ses écrits, dans ses mémoires, il nie tout. Comme si ce n'était pas Adamovich qui a participé activement au travail du studio franco-russe. Comme si ce n'était pas Adamovich qui était un ami de Gide. On trouve dans le journal de Gide des notes sur Adamovich. Comme si ce n'était pas Adamovich qui fréquentait le salon de François Mauriac. Adamovich intitule ses mémoires « Solitude et liberté ». Solitude, ce qui veut dire qu'on est en France solitaire, personne ne nous voit, personne ne nous écoute. C'est le même mythe qu'on voit dans les mémoires de Nina Berbierova, par exemple. Mais Adamovich était bien plus actif dans les échanges franco-russes que Nina Berbierova. Dans ses commentaires, Adamovich mentionne notamment sa rencontre avec André Gide. Oui, je pense une fois. Oui. Une fois, c'est tout. Mais en fait, ils correspondaient. Ils correspondaient et ils se fréquentaient surtout dans les années 30. Après, c'est que c'était Adamovich qui a donné une conférence sur Gide au studio franco-russe. Et Gide note dans son journal, il faut, je peur de changer la phrase, il faut apprendre davantage sur ce type Adamovich. Il m'intéresse. Et il le fait. Il l'invite dans son salon, et puis Adamovich présente à Gide ses amis, ses collègues écrivains russes. Et donc, vers l'occupation, quand Adamovich vit à Nice pour échapper aux Allemands, et Gide, bien sûr, lui aussi est dans le Midi, il se boit régulièrement, tout comme Gide Boud, qui est à Grasse. Tout d'abord, grand merci pour votre exposé absolument passionnant. Vous avez conclu, je comprends que votre sujet c'était l'entre-deux-guerres, mais vous avez conclu sur les années 70. Est-ce que vous pourriez peut-être dire quelques mots sur la manière dont les écrits de Solzhenitsyn ont renversé ou n'ont pas renversé cette attitude générale des intellectuels français? Bien sûr qu'ils ont renversé. Et moi, je suis très heureux d'être ici, dans la maison d'édition qui a publié l'Archipel Goulag. Bien sûr, c'est pour cela que je dis que c'est dans les années, vers le milieu, la seconde moitié des années 70, qu'on voit déjà un changement dans l'attitude des intellectuels français et vers l'histoire de l'immigration russe. C'est vers la fin des années 70 que l'Institut d'études slaves lance sa collection bibliographique sur les immigrés russes. Ça nous montre déjà un intérêt institutionnel. Mais cet intérêt n'existait pas pendant les 30 premières années après la guerre. Moi, personnellement, je préfère deux ouvrages qui tracent très bien le changement d'attitude. C'est d'abord les mémoires de Raymond Aron, qui montrent très très bien cette évolution des intellectuels français dans les années 70. Et ensuite bien sûr, l'histoire de François Furet, que je viens de citer, Le passé d'une illusion. Ces deux chercheurs qui ont vécu cette histoire montrent très bien la chronologie de désenchantement de l'intelligentsia française d'après-guerre. Et cette chronologie commence dans les années... Enfin, pour quelques-uns, ça commence en 68, avec la répression du printemps de Prague, mais pour la plus grande majorité, elle ne commence que dans la seconde moitié des années 70, avec la publication de l'Archipel Goulag. Merci beaucoup. D'autres questions? Bonjour, bravo en effet pour votre conférence et merci. Je travaille personnellement sur Malina Tsvetaeva et je suis frappée par une sorte d'exclusion, c'est peut-être beaucoup dire, mais quand même une sorte de mise à l'écart qui a été faite
tant par le milieu des intellectuels français, peut-être qu'il ignorait aussi que finalement, par les émigrés et les émigrés intellectuels russes, peut-être parce que elle se voulait peut-être au-dessus des clivages politiques et qu'elle en a payé le prix, non? C'est très rare. Donc, là, vous me posez deux questions. Donc, commençons par le simple, le plus simple. Tsvetaeva et le lecteur français, c'est quasiment impossible de les traduire. C'est tout simplement impossible de traduire Tsvetaeva, sa poésie. Donc, c'est elle qui a essayé à plusieurs reprises de traduire sa poésie en français, parce qu'elle ne se fiait pas au traducteur. Dans la bibliographie que j'ai publiée il y a une dizaine d'années, la bibliographie en volume des écrits des émigrés russes publiés en français, en traduction française ou écrits directement en français, il y a une section sur Tsvetaeva. Si je ne me trompe pas, il y a 5 ou 6 positions dans cette section, n'est-ce pas? Je ne me souviens plus. Donc, elle a publié 5 ou 6 traductions de ce poème, soit par elle-même, traduites par elle-même, soit par les soins d'autrui, mais qu'elle a contrôlé étroitement. Sinon, vous avez tout à fait raison, elle ne paraît pas en écrit, mais elle est très active dans les échanges personnels. Elle fréquente le studio franco-russe. Elle intervient au studio franco-russe. Elle dit des choses dont les Français approuvent et les Russes disapprouvent au studio franco-russe. Surtout sur Proust. Il y a une soirée sur Proust où elle fait scandale. Et ce n'est pas le seul exemple. Donc, son cas est très spécial en ce que la traduction de la poésie de Tsvetaeva est quasiment impossible. Donc, ce n'est que la prose qui, soit critique, soit littéraire, qui aurait pu être traduite en français, mais elle n'a pas fait d'effort. Dans sa correspondance publiée, du moins, on ne trouve pas ce désir d'être publié en français. Tandis que chez d'autres, c'est un désir qui prime sur d'autres préoccupations professionnelles littéraires. Oui, il n'a pas fait beaucoup d'efforts, sans doute. Non, pas beaucoup d'efforts. En ce qui concerne votre deuxième question, Tsvetaeva et le milieu littéraire russe émigré. Alors là, je ne peux qu'exprimer comme ma position personnelle, que ça n'a rien à voir avec le milieu littéraire russe émigré. Ça a à voir beaucoup avec la position, l'auto-façonnement de Tsvetaeva. Sa position d'une moderniste qui se voit comme une prophète non appréciée. Elle cultive cette position. Si vous ouvrez, après tout, ouvrons le numéro de Savremenные записки, qui est consacré au centenaire de la mort de Pouchkine, publié en 1937. Si on ouvre ce numéro, on voit tous les barons de la littérature russe à Paris et Tsvetaeva. Il y a bien sûr Bounin, il y a Khadassevitch, il y a Nabokov, il y a Tsvetaeva. Donc quand elle veut être publiée, parce que ça importe bien d'être associée à Pouchkine, elle est là. Mais pour lui, il vaut mieux de se considérer comme un prophète dans le désert, que d'être connue comme une écrivaine à succès. Ça ne va pas. Parce que ça appose un sceau de mauvaise qualité sur la poésie, si la poésie a du succès. C'est ce qu'elle écrit sur Mayakovsky à propos de sa mort. Elle écrit que Mayakovsky était un bon poète jusqu'au point où il ne devienne un poète à la mode. Et là, c'est fini Mayakovsky. Il y a aussi peut-être une composante politique quand même, parce qu'il y avait quand même Vous savez, l'histoire de son époux est assez tardive.
n'est-ce pas, le scandale éclate vers la fin des années 30. Tandis que Tsvetaeva passe à Paris plus de 10 ans. Donc on ne peut pas vraiment expliquer par ce scandale sa position dans les vies littéraires russophones. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Merci. Vladimir Koutkov. Merci. Je voudrais quelques mots à propos de Tsvetaeva, parce que à propos de Tsvetaeva, parce que Tsvetaeva, c'était un poète vraiment extraordinaire, absolument. Elle disait à soi-même qu'elle était poète, non, en russe, poète, poétesse. Elle disait de sous-poète, c'est connu. D'accord? Et voilà, ici, c'était en russe, un tout petit peu. J'espère que pratiquement tout le monde comprend russe. Oui, c'est bon? Parce que c'était vraiment, pour le citer en russe. Voilà, elle a écrit un jour 4 lignes. Кто наших сыновей гноит во цвете лет? Смесители кровей, писатели газет. Et quand j'ai lu ce qu'elle a écrit à l'époque, voilà, j'ai créé encore 4 lignes moi-même, parce que je suis poète. Кто наших сыновей гноит во цвете лет? Любой газеты злей, конечно, интернет. Excusez-moi, mais vraiment c'est un jeu de mots et en même temps, quand même, ça continue. Quelques idées de Tsvetaeva. Merci bien. D'autres questions, si vous en avez? Если позволите, я по-русски просто быстрее будет немножко. Я переведу. французский мир. Да. Значит, вот вы говорили о таком противопоставлении в сознании французского культурного, так сказать, слова, эмигрантской, сиречь антисоветской, значит, литературы и писателей, поэтов. И тех, кто там остался, значит, поддерживающих советскую власть. Но на самом деле, как бы, я не буду говорить о ком-то, кто здесь там был симпатизантами с точки зрения Бунина там, и так далее, это не важно, а о тех писателях, кто остался в России, но кто там, уже начиная становиться известными, да, были, в общем-то, скорее критически выражались относительно развития советской действительности, а в конце концов их заткнули или посадили. Вопрос какой? Вопрос такой, как здесь вот это самое мнение во французских литературных и культурных кругах, которое вот так вот поворачивалось в зависимости от политических событий, как оно воспринимало вообще вот эту вот как бы меняющуюся позицию этих вот писателей, которые из Советского Союза, вроде против Советского, а потом вроде замолчали. Je traduis la question. Je parlais de l'opposition entre les écrivains émigrés et les écrivains soviétiques, l'opposition faite par l'opinion française. C'est très important. C'est pas moi qui érige cette position en principe, c'est la position du point de vue de la critique française. Et la question est la suivante, est-ce que les critiques françaises changeaient d'avis au sujet des écrivains restés en Union soviétique au fur et à mesure que quelques-uns de ces écrivains tombaient victimes des répressions et des poursuites politiques en Union soviétique? Donc la réponse est assez simple, c'est que dans les années 30, en France, le seul qui pouvait éclaircir l'opinion française sur le sort des écrivains soviétiques des écrivains en URSS, c'était des émigrés. Des émigrés russes qui lisaient la presse soviétique. Donc, l'opinion française était au courant de ce qui se passe dans les vies littéraires soviétiques, y compris
au courant des répressions grâce aux émigrés qui en parlent dans la presse française. Maintenant, si on est un communiste en France, ou bien un compagnon de route en France, on ne lit pas par principe les émigrés russes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quoi qu'arrive un Babel, ou un Zoshunk, ou un Zamyatin, quoi qu'il arrive, ça existe comme un fait dans l'opinion de droite, mais pas dans l'opinion de gauche française. Parce que la gauche scelle les oreilles. Se scelle les oreilles savamment. Et ce n'est qu'en 1939, si on parle des années 30, quand les répressions en Union soviétique atteint son fait, ce n'est qu'en 1939, avec la levée du tabou de la critique de l'Union soviétique, après l'écroulement de la culture antifasciste, qu'on commence à parler du sort des écrivains en URSS, mais trop tard, parce que 7 mois plus tard, on ne parle plus. Merci beaucoup. Cécile aussi. Merci. Merci pour cet exposé qui est très très éclairant. J'ai juste 2 toutes petites remarques et une toute petite question. Une remarque qui rejoint un peu d'ailleurs ce que vient de dire monsieur. C'est-à-dire que quand vous dites par exemple, Gide va, en Union soviétique, va publier son premier retour d'URSS et il est influencé par les émigrés. Alors, il est influencé par les émigrés, mais ce qui va le pousser à avoir un deuxième tome, donc beaucoup plus dur. En même temps, il y a aussi des tentatives d'influence soviétique, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un comme Ehrenburg, qui était, parce que c'est vrai qu'il y avait les émigrés d'un côté, et il y avait très peu de monde, mais il y avait Ehrenburg, qui était là, qui connaissait Babel, qui connaissait tous ces gens-là, et qui taisait toutes ces choses. Et on a, je ne sais plus quel témoignage, racontant que Ehrenburg va voir Gide avant la parution du Retour d'URSS, et lui dit, mais on est en lutte contre le fascisme, etc., donc il ne faudrait pas le publier. Donc ça, c'est une petite remarque, c'est que il a choisi Gide, il a choisi entre plusieurs influences, donc il a peut-être été influencé par les émigrés, mais il a choisi de ne pas être influencé, en tout cas, jusqu'à ce point par Ehrenburg. Ma deuxième remarque, c'est vous avez eu l'élégance de ne pas mentionner ce qui était arrivé ensuite à Chiffrine et à la Pléiade. C'est-à-dire qu'il a vendu effectivement les droits tout en gardant le contrôle éditorial. Et ensuite, quand la France a été occupée, Gallimard l'a gentiment mis dehors, alors qu'il était déjà, je crois, à New York, en lui disant... En fait, il était au sud de la France. Voilà, en tout cas, Gallimard l'a mis dehors en disant les nouvelles lois allemandes font que nous ne pouvons pas avoir un juif à la tête de la Pléiade. Et il y a un livre qui est paru il n'y a pas très très longtemps justement sur Chiffrine et qui raconte ça. C'est quelque chose qu'il a brisé. C'est-à-dire après il est parti aux États-Unis, il a été malade, il est mort très jeune, etc. Parce que pendant ce temps-là, Gallimard avait récupéré le contrôle. Bon, c'était juste quelque chose, je dirais, qu'il faut rappeler. Et ma question, en fait, elle portait sur un point que vous avez dit qui m'a vraiment étonnée, c'est le fait qu'il y ait un tournant qui se passe en 24. C'est-à-dire, je comprends le tournant en 45-46 parce que effectivement tout le monde était émerveillé devant les victoires, y compris d'ailleurs dans l'émigration, par les victoires staliniennes, les chansons, et Simonov qui vient raconter ses vers, etc. Le 24, c'est quand même un événement a priori officiel de reconnaissance, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a provoqué qu'est-ce qui a fait que ça a touché en tout cas les intellectuels? Merci beaucoup pour cette question. Donc d'abord, je réponds à votre question, et puis je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Il y a d'autres détails très intéressants. Donc, 24. En fait, automne 24, l'ouverture originelle de l'ambassade soviétique, Mayakovsky vient à Paris à la levée du drapeau, tout le monde se réjouit. Ce qui se passe en 25, et c'est pour cela que les émigrés appellent ce phénomène le bolchevisme du salon, c'est que l'opinion française telle qu'elle ne change pas tellement. Ce qui change, c'est l'attitude des intellectuels. Ce qui change, c'est l'attitude des gens qui contrôlent la presse, qui contrôlent les maisons d'édition.
C'est pour cela qu'on parle du bolchevisme de salon et pas de la rue, comme on en pourrait parler en 45-46. Donc là, il s'agit vraiment d'un tournant intellectuel. Beaucoup d'intellectuels français de l'époque, c'est-à-dire 25, 26, 27, jusqu'au début de la terreur en Union soviétique, s'intéressent à ce qui se passe en Union soviétique, vont en Union soviétique. C'est en 27 que commencent les pèlerinages en Union soviétique, au beau milieu de ce bolchevisme de salon. Et c'est bien le moment où les émigrés se sentent exclus par leurs collègues, vraiment, par leurs collègues. Donc ça change en 29, parce que ceux mêmes gens qui en 25, 26, 27 excluaient les émigrés de la presse et des maisons d'édition s'aperçoivent que ce qu'ils pensaient être une expérience inouïe d'une construction sociale du paradis sur Terre est en fait une petite tyrannie de l'Est. Voilà. Et ça veut dire, excusez-moi, que ok, c'est 24 et la reconnaissance, mais c'est aussi le début de l'activité soviétique en France, de diplomatie culturelle, voilà. Donc Vox, d'organisation, d'association. L'association officielle soviétique qui gère les voyages de Français et d'autres étrangers en Russie est créée à ce moment-là. Voilà. Vox. Donc c'est ça qui va changer aussi les choses, oui, et qui est rendu possible par 24. Ok, ça marche. Oui. Donc pour rebondir sur ce que vous avez dit sur Jacques Chiffrin, Yakov Chiffrin, vous avez lu sans doute la correspondance Chiffrin-Gide. Oui. Dans cette correspondance, il y a un point fascinant à la fin. C'est que c'était Chiffrin qui éditait le journal de Gide avant la guerre, chez Gallimard. Et ce même Chiffrin, après la guerre, écrit à Gide qu'il avait aidé à déménager aux États-Unis, à fuir aux États-Unis pendant la guerre. Ce même Chiffrin écrit à Gide, je pense que c'est une lettre de 47 ou 48, peu avant sa mort, en lui reprochant l'antisémitisme du même journal qu'il avait édité. Ce qui veut dire que Chiffrin, dans les années 30 par exemple, ne faisait pas attention. Et l'expérience de la guerre, surtout l'expérience de cette spoliation, a complètement changé cet homme. Merci beaucoup, Léonide. Vos connaissances sont si encyclopédiques qu'on a aussi besoin de préciser peut-être la destinée de certains noms peu connus. Dominique Arbon. Pourriez-vous dire quelques mots sur Dominique Arbon et son apport dans l'espace de l'immigration? C'est ça, et l'auteur des ouvrages sur Dostoïevski, essentiellement. Dominique, Je sais pas, mais c'est tout ce que je sais, hein, je peux pas approfondir parce que je me souviens plus, enfin de... Excusez-moi, on peut pas tout connaître. Peut-être que quelqu'un a à l'esprit ce que Dominique Arbon a écrit sur Dostoïevski exactement. Mais c'est qui Dominique Arbon? Oui, c'est une... Oui. Bah voilà, ça sera mon projet suivant. Ah bah oui. Je l'ignore. Je l'ignore complètement. Donc vous avez quelque chose, c'est fantastique. Je l'ignore. Peut-être, vous avez parlé aussi de Gabriel Marcel et l'amitié avec les Russes, donc pourriez-vous peut-être dire un mot? Alors, Gabriel Marcel était dans les années 30. Il est devenu l'un de ceux qui a vraiment hébergé les auteurs russes chez lui, chez Plon. Il y a dans les mémoires des jeunes auteurs russes, tels que Vassili Yanovsky. Il y a des passages sur Gabriel Marcel où il raconte comment il venait chez Gabriel Marcel à Plon pour négocier la traduction suivante de son roman et comment il a croisé chez Gabriel Marcel Nabokov. Donc Gabriel Marcel s'est vraiment entouré d'émigrés. Il y a dans l'archive, dans le fonds d'archives de Vladimir Veidle, une correspondance entre Marcel et Veidle où c'est très clair que Marcel misait
dans son programme éditorial, il gérait plusieurs séries, plusieurs collections Chaplon. Il misait vraiment sur les auteurs russes émigrés. Il voulait qu'ils soient présents en force. Et pas seulement la génération aînée, mais aussi les générations cadettes des auteurs émigrés. Pour lui, c'était très important. Pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs explications. Bien sûr, il appartenait à cette mouvance du renouveau catholique qui se voulait proche des émigrés russes, mais aussi ses intérêts intellectuels étaient plutôt cosmopolites. Et étant un cosmopolite, il s'intéressait à la culture russe, et puisque la culture soviétique n'était plus accessible dans les années 30, il faut savoir que seuls les auteurs soviétiques autorisés par le régime stalinien pouvaient être traduits en français ou n'importe quelle langue étrangère. Donc Marcel, il puisait dans ce fond des écrivains émigrés pour donner à ses collections Chaplon cet aspect russe. Merci beaucoup Léonide. On a bien compris qu'on peut compter longtemps. C'est une véritable encyclopédie. Donc on remercie de tout cœur Léonide Levaque pour ce banquet. Et nous vous invitons maintenant à prendre un verre d'amitié tous ensemble. Ce sera un moment convivial où vous pourrez demander les signatures, les dédicaces du livre de Léonide Levaque qui est disponible à la librairie. Et évidemment, poser d'autres questions. Bref, continuer les échanges dans une ambiance si chaleureuse. Nous vous remercions de tout cœur d'être venus et nous vous remercions aussi pour votre écoute, pour vos questions.